Bonsoir à tous, bienvenue. Oula, c'est super fort. Bienvenue dans cette nouvelle conférence proposée dans le cadre de notre exposition temporaire Achille et la guerre de Troie. Donc bien sûr, Achille, son histoire sont quand même très connues, mais il est tout de même intéressant de creuser un peu plus pour connaître son statut, la manière dont il était perçu, les évolutions éventuelles que le mythe a pu connaître au cours des siècles. Donc je remercie mesdames Kimel Closé et madame Estève d'avoir répondu à notre sollicitation, donc toutes les deux enseignantes, alors que je ne me trompe pas, en langue et littérature à l'université Paul Valéry. Donc merci d'avoir accepté notre proposition, puisque leur sujet de recherche respectif rentre tout à fait dans le cadre de ce qu'on souhaitait vous proposer ce soir. Donc à l'issue de la conférence, on aura une petite séance de questions, si vous le souhaitez. Juste en attendant, est-ce que vous pouvez mettre vos téléphones sur silencieux, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup, Lucille, pour cette introduction. Merci au Musée de la Romanité pour cette double invitation. On a conscience d'avoir de la chance de pouvoir venir à deux. Et des remerciements tout particuliers donc, pour Lucille Novellini et Claire Champetier qui nous ont accompagnés dans cette préparation pour tous les aspects, aussi bien techniques, pratiques que scientifiques. Donc, je suis Flore Kimel-Closé, professeure de langue et littérature grecque, et voici Aline Estève, maîtresse de conférence en langue et littérature latine. Voilà. Donc, nous avons eu la chance de parcourir l'exposition avant notre conférence, et nous l'avons beaucoup appréciée. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, nous vous invitons d'ores et déjà à y aller. Et ce qui était vraiment, ce qui nous a beaucoup interpellé en tant que littéraire, c'est la place qui a pu y être faite aux textes antiques, également grâce aux dispositifs numériques. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir voir défiler, même si on ne peut pas tout lire, des passages entiers, notamment de l'Iliade, voilà, en ce qui me concerne. Alors, effectivement, je souhaite commencer en rappelant qu'il n'y a pas un mythe, il n'y a pas une légende, un récit d'Achille, il n'y a même pas un Achille, si j'ose dire, hein, puisque ce qu'on a, c'est une diversité de sources, diversité de témoignages littéraires, iconographiques, de régions différentes de la Grèce, de la Méditerranée plus largement, d'époques très variées, avec des points de vue, des centres d'intérêt divers, qui sont parfois liés au genre littéraire, hein, pratiqués par les auteurs, et qui vont souvent sélectionner telle ou telle facette du personnage, tel épisode de sa légende, sans que tout aille forcément ensemble. La jointure est parfois difficile à faire, mais la caractérisation essentielle d'Achille comme meilleur des guerriers grecs durant la guerre de Troie et sa généalogie, fils d'un mortel et d'une déesse, d'un mortel, Pélée, qui est quand même petit-fils de Zeus, pas n'importe quel mortel, et d'une déesse marine, Thétis, est également un élément assez stable des récits. Les récits linéaires, on pourrait dire, qui essayent de remettre tout en ordre, sont assez tardifs. En tout cas, on commence à avoir des versions au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais même à cette époque-là, des approches contrastées, voire antagonistes du personnage subsistent, qui témoignent de la plasticité de tout personnage de légende. Et c'est ce dont on va essayer de rendre compte ce soir en privilégiant cette ambivalence du personnage de deux façons, avec vraiment la question de son héroïsme. Qu'est-ce que c'est qu'être un héros et qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça peut poser comme problème, et puis Aline reviendra plus précisément sur l'ambivalence genrée qui est spécifique à certains épisodes, notamment des récits. Alors, je prends ça. Voilà. Donc, l'idée qu'Achille était un modèle d'héroïsme, de bravoure, de courage à imiter est souvent révélée par l'attitude emblématique d'Alexandre le Grand.
Alexandre, conquérant s'il en est, transportait avec lui une édition de l'Iliade annotée par Aristote lui-même, nous dit-on, qui avait été son précepteur. Il se rend en pèlerinage à la tombe d'Achille, nous raconte son historien Arien, et là vous avez une représentation d'Hubert Robert. Et à la mort de son compagnon Héphestion, il coupa ses boucles à la manière des héros homériques, geste par lequel il imitait l'Achille du poète. Il éprouva le désir d'imiter Achille, avec lequel il voulait rivaliser dès son enfance. Donc on voit que Alexandre est grandi et nourri par cette volonté de devenir l'émule d'Achille. Alors est-ce que c'est un cas exceptionnel? Est-ce que c'est un cas original? Bon, la réponse est non. Je le dis tout de suite, j'y reviendrai sans doute tout à l'heure. Achille, parce que l'Iliade est la base de l'éducation en Grèce ancienne, c'est sur l'Iliade que les petits Grecs apprennent à lire et à écrire, c'est en traçant le nom d'Achille qu'ils apprennent l'écriture, et support d'un enseignement qui est également un enseignement moral pour, j'allais dire, les petites classes. On va ensuite réfléchir de manière plus problématisée, plus aboutie sur le personnage et ses différentes caractéristiques. Et puis, on en arrivera, on pourrait dire dans les grandes classes, à des exercices de rhétorique qui peuvent mettre en scène le pour et le contre par rapport à différentes actions d'Achille. Alors, si Achille permet ces différents traitements, ces différentes postures, c'est parce que c'est proprement un personnage ambivalent. Cette ambivalence, elle ne lui est pas propre, elle tient à son statut de héros. Par héros, je fais référence à une catégorie de la religion grecque qui est une catégorie, si vous voulez, intermédiaire entre les hommes et les dieux. C'est-à-dire que le héros, c'est un homme qui est né, a vécu et est mort, en général de manière exceptionnelle, et qui est vénéré après sa mort, la plupart du temps grâce à un culte qui se fait autour de sa tombe. On utilise très souvent le terme de relique déjà pour désigner les restes, les ossements des héros, qu'on peut parfois aller récupérer très loin pour les enterrer dans sa cité, pour être sûr de bénéficier de la protection du héros, notamment à la guerre, puisque les héros sont souvent des guerriers. Et ce héros, au sens religieux, héros en grec, eh bien, il est à la fois positif et négatif. C'est-à-dire que sa puissance, elle peut être protectrice, je vous l'ai dit, à la guerre, mais elle peut aussi être néfaste. Elle peut envoyer des fléaux, elle peut empêcher la fécondité des terres et des femmes. Et donc, il est essentiel de se rendre propice, le héros, par des sacrifices, par des libations, et de juguler, on pourrait dire, cette puissance héroïque. Alors, les témoignages antiques, parce qu'on n'a pas retrouvé de vestiges archéologiques qu'on puisse réellement attribuer au culte d'Achille, donc on se base là sur les textes qui sont nombreux et concordants, place la tombe d'Achille à Troie. Et c'est un ajout à l'Odyssée qui se trouve au chant 24, qui dépeint la tombe comme le plus grand, le plus noble des tertres, au bout du promontoire où s'ouvre l'Hellespont, c'est-à-dire le détroit des Dardanelles. On le voit de la mer. Du plus loin, il appelle les regards des humains qui vivent maintenant ou viendront après nous. Alors, cette tombe, elle est sans doute transformée en sanctuaire, c'est-à-dire qu'autour de la tombe, on a une aire sacrée, et elle a le nom, d'après plusieurs sources, d'Achileion, c'est-à-dire un lieu consacré à Achille. Mais ce culte d'Achille n'est pas localisé uniquement autour de Troie. On a beaucoup de témoignages qui situent des cultes autour de la mer Noire. Alors malheureusement, ma carte est un peu petite, mais vraiment sur toute la région du Pont, c'est-à-dire le sud de la mer Noire. Et également, on a un foyer de culte qui est très bien attesté sur l'île de Leuquet, c'est-à-dire l'île Blanche,
que vous connaissez peut-être parce qu'elle est traditionnellement l'un des lieux d'entrée du royaume des morts. Ce n'est pas un hasard, bien sûr. En dehors de la mer Noire, on a des lieux de culte, par exemple dans la petite île d'Astypalea, mais également, bien sûr, en Thessalie, la région d'où Achille est originaire, dans le Péloponnèse, à Élis et à Sparte, et là aussi, on sort du cadre de ma carte, en Italie du Sud. Donc, vous voyez la multiplicité des lieux de culte d'Achille et vraiment des cultes qui sont mentionnés par les auteurs dès l'époque classique. Donc, notre héros hérite de caractéristiques qui sont les caractéristiques du héros archaïque et qui sont normalement d'avoir ce côté supérieur aux autres hommes en sagesse, en bravoure, en intelligence, mais également, on pourrait dire la compensation, ce côté supérieur aux autres hommes par ses défauts, par sa monstruosité. C'est Angelo Brelish, dans un ouvrage qui a fait date, Gli eroi greci, qui l'a démontré. Alors cette ambivalence, on la trouve bien sûr sur les représentations figurées. J'ai choisi là 2 exemples parmi de nombreux possibles. Vous avez en haut le combat entre Achille et Hector, où vous voyez Achille représenté en nudité héroïque, en posture dominante, bien campé sur ses pieds, et Hector qui est en train de tomber à la renverse, déjà blessé. Voilà. On connaît l'issue du combat, non seulement par ses positions et les traces de blessures, mais aussi parce que le vase respecte le principe de dextéralité, c'est celui qui va vers la droite qui va gagner. À l'inverse, vous avez la représentation d'Achille traînant le corps d'Hector sur un lécite, c'est-à-dire un vase qui était lié au rituel funéraire, lécite à figure noire, où là, on voit toute la monstruosité, la cruauté du sort qu'il fait subir à Hector après sa mort. Et ce qui est intéressant sur ce vase, outre son graphisme absolument incroyable, il faut imaginer que le lécite, c'est un vase qui est assez fin, donc on fait vraiment le tour là, du vase, c'est ce petit personnage que vous voyez, ailé, qui sort un petit peu du cadre et qui est en train de l'aiguillonner. Alors c'est intéressant parce que ce personnage, il a inspiré l'artiste de l'exposition puisqu'il est repris, le démon vengeur, le démon qui aiguise à la guerre. Et ici, les interprétations sont contrastées puisque là, voilà, il y a différentes possibilités. Il n'y a pas d'inscription pour ce personnage. Il est possible que ce soit, il est interprété par certains spécialistes comme l'Eidolon, le fantôme de Patrocle, qui incite Achille à le venger. Voilà. Je vous laisserai vous faire votre propre jugement. Cette ambivalence, elle se retrouve bien entendu dans les sources littéraires, y compris dès les évocations les plus anciennes, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, qui questionnent précisément ce statut héroïque et ses composantes. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire le proème, le début de l'Iliade, qu'on retrouve également dans l'exposition. Chante, déesse, la colère désastreuse du fils de Pélée, qui de maux infinis accabla les Achéens et précipita chez Hadès tant de fortes âmes de héros, livrés eux-mêmes en pâture aux chiens et à tous les oiseaux carnassiers. La volonté de Zeus s'accomplissait. Commence au premier jour où un conflit divisa l'Atride, le chef des hommes, et le divin Achille. Alors, peut-être une explication pour les plus jeunes d'entre nous. Les Achéens, ce sont les Grecs. C'est-à-dire que ce que met en scène le poète à l'orée de son poème, c'est que la colère d'Achille, elle cause de la peine, des douleurs, des malheurs atroces, non pas au camp ennemi, comme on l'attend, mais à son propre camp. Donc, premier paradoxe, mis en scène par le poète de l'Iliade au début de son poème, Achille fait du tort à son propre camp. Le paradoxe ne s'arrête pas là, car si on revient un petit peu sur la structure de l'Iliade maintenant, eh bien, que fait Achille
pour punir les Grecs. Punir les Grecs, alors je ne reviens pas sur le conflit, on pourra y revenir, il est très bien mis en scène dans l'exposition. Voilà. Agamemnon lui prend son guéras, c'est-à-dire sa part d'honneur, briséis, ce qui est un crime de lèse achillesté, et donc il décide de se retirer des combats dans sa tente. Au chant 1, c'est-à-dire au premier chant du poème. Donc notre héros principal, le meilleur des guerriers grecs, va être absent des combats pendant la quasi-totalité de l'œuvre. Et cette absence va laisser la place aux autres héros. Et le poète de l'Iliade va pouvoir chanter également Agamemnon, Ménélas, Ajax. Tous peuvent avoir leur place dans l'absence d'Achille. Achille suit les événements de loin depuis sa tente, il n'en perd pas une miette. Au chant 9, il refuse un accord avec l'ambassade d'Ulysse. Et il faut attendre, bien sûr, la mort de Patrocle, son ami, qui est revêtu de ses armes, pour qu'Achille sorte de cette inertie, retourne au combat, se réconcilie avec Agamemnon et mette la pâtée aux Troyens. Voilà. Alors, j'emploie cette expression à dessein. Pourquoi ? Parce que ce qui est remarquable à partir de ce moment-là, c'est que le retour d'Achille au combat est marqué par une augmentation de la brutalité et de la violence contre l'autre camp. Cette brutalité, cette violence, elle se fait en parole déjà avec... alors les menaces sont normales sur le champ de bataille, c'est un peu l'équivalent du haka au rugby. Il faut d'abord faire peur à son ennemi, donc on le menace des pires mots avant de l'attaquer. Et en général, on est assez économe de gestes, on n'est pas c'est pas Brad Pitt dans Troy, qui fait des galipettes partout. On vise, on tape et c'est fini. Alors sauf les Troyens qui en général ratent leur coup une première fois, ce qui permet aux Grecs de réussir le leur. Petite parenthèse fermée, mais dans ces injures à l'ennemi, dans ces attaques verbales, eh bien, Achille va jusqu'à menacer Hector de le dévorer cru. Voilà. Le cannibalisme, c'est une des façons pour les Grecs de manifester la perte d'humanité qui menace les hommes. On le sait aussi, il va tuer tout ce qu'il peut, massacrer des guerriers dans le fleuve, qui est aussi un dieu dans la représentation grecque du Scamandre, qui va finir par se rebeller tellement il est étouffé par toutes ces morts. Il sacrifie également 12 Troyens sur la tombe de Patrocle. Donc là, on a une scène de sacrifice humain qui pose problème. On y reviendra aux auteurs anciens. Et il va bien sûr, vous l'avez vu dans la diapo précédente, traîner le corps d'Hector. Alors dans l'Iliade, ce n'est pas autour de la ville de Troie, c'est autour de la tombe de Patrocle. C'est un rituel qui pourrait avoir des origines thessaliennes, là, tout le monde n'est pas d'accord, d'hommage aux morts. Dans tous les cas, la situation est tellement terrible, plus personne ne peut l'arrêter, que les dieux eux-mêmes interviennent pour mettre fin à cette violence, pour mettre fin à cette brutalité, même si elle se fait entre hommes, contre des hommes, elle contrevient aux valeurs qui sont celles des humains, mais que font respecter les dieux, et donc les dieux, après bien sûr un débat, envoient Thétis dire à son fils d'arrêter un petit peu ses bêtises. Voilà. Ce sur quoi je veux revenir maintenant, c'est le choix du poète. Que fait le poète ? Eh bien, il choisit de finir au chant 24 sur cet Achille qui se soumet à la volonté des dieux, qui se calme, s'apaise et met momentanément, on le sait, la guerre va reprendre, mais hors de l'œuvre, un terme à sa douleur et à sa rage. Et ce chant 24, qui est, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, l'un des plus beaux morceaux de la littérature grecque, même en traduction. C'est d'ailleurs un supplice pour moi d'avoir dû le couper, mais bon, malheureusement, on n'a pas 30 heures de conférence. Eh bien, ce chant 24, il est particulièrement intéressant, parce qu'en effet, eh bien, il va mettre en scène Achille acceptant la douceur,
la douceur, c'est la valeur qui est incarnée par Patrocle et par Hector, deux personnages qui sont peut-être inventés par le poète de l'Iliade, on pourra y revenir. Mais voilà, toute la trajectoire, la dynamique du personnage, c'est d'arriver à une forme de pacification, d'apaisement, et je dirais même plus de communion avec l'ennemi. Et je voulais revenir justement sur cette scène absolument incroyable où Priam va récupérer le corps d'Hector. Le chant 24, c'est l'Aristide Priam, on a l'habitude de dire, c'est-à-dire que Priam, c'est un vieillard, il ne participe plus au combat, mais là, c'est son œuvre de bravoure, avec des images magnifiques voilà, dans l'exposition. Il part de nuit, seul, avec la rançon, rencontrer Achille et lui supplier de rendre le corps d'Hector. Donc je vous lis un passage, vous avez vu, avec de multiples coupes, hélas. Le vieillard va droit à la maison, à l'endroit où se trouve être assis Achille cher à Zeus. Il l'y trouve, et seul. Ses compagnons sont assis à l'écart. Il achève à l'instant de manger et de boire. Sa timbale est toujours devant lui. Aucun ne voit entrer le grand Priam. Il s'arrête près d'Achille, il lui embrasse les genoux, il lui baise les mains, ces mains terribles, meurtrières, qui lui ont tué tant de fils. Et Priam supplie Achille en disant « Souviens-toi de ton père, Achille, pareil aux dieux. Il a mon âge, il est tout comme moi, au seuil maudit de la vieillesse. » Il dit, et chez Achille, il fait naître un désir de pleurer sur son père. Il prend la main du vieux et doucement l'écarte. Tous les deux se souviennent. L'un pleure longuement sur Hector meurtrier, tapis aux pieds d'Achille. Achille, cependant, pleure sur son père, sur Patrocle aussi par moments, et leur plainte s'élève à travers la demeure. Puis, prenant la parole, Achille dit ces mots ailés. « Malheureux, que de peine auras-tu enduré dans ton cœur ? Comment donc as-tu osé venir, seul aux nefs achéennes, pour m'affronter, moi, l'homme qui t'a tué tant de si vaillants fils ? Vraiment, ton cœur est de fer. Allons, viens, prends place sur un siège. Laissons dormir nos douleurs dans nos âmes, quel que soit notre chagrin. On ne gagne rien aux plaintes qui glacent les cœurs, puisque tel est le sort que les dieux ont filé aux pauvres mortels. Vivre dans le chagrin, tandis qu'ils demeurent, eux, exempts de tout souci. » Alors vous le voyez, ce chant 24, il met en scène une inversion à plusieurs titres. D'abord, le héros, celui qui est brave, c'est Priam, le vieux. Et celui qui est sage, qui fait entendre une parole de vérité sur la condition humaine, c'est le fougueux Achille, qui arrive à élargir sa vision des choses et à être dans une situation d'empathie profonde avec Priam, dont il partage le malheur. L'Odyssée va approfondir cette mise à distance de la représentation de l'héroïsme comme mort à la guerre dans la fleur de l'âge, parce qu'elle promeut elle-même un héroïsme de la survie, l'héroïsme du retour, qui est celui d'Ulysse. Et Ulysse, au banquet des Phéaciens, raconte sa rencontre avec le fantôme d'Achille. Voici ce qu'il lui dit. « Pour toi, Achille, nul homme plus que toi ne fut ni ne sera heureux. Jadis de ton vivant, nous t'honorions autant qu'un dieu, nous autres Grecs. Et maintenant, ici parmi les morts, tu règnes de nouveau. Ne regrette donc pas la vie. » À ces mots, il me dit aussitôt en réponse, « Ne cherche pas à m'adoucir la mort, ô noble Ulysse. J'aimerais mieux être sur terre, domestique d'un paysan, fût-il sans patrimoine et presque sans ressources, que de régner ici parmi ces ombres consumées. Mais allons, parle-moi de mon superbe fils. M'aura-t-il succédé au premier rang ou non ? » On le voit, la mise en scène de cette rencontre avec Achille dans l'au-delà prend... Alors, Achille venu de l'au-delà, parce que Ulysse ne descend pas, prend le contre-pied de l'image de cet Achille qui a choisi la vie courte mais glorieuse plutôt qu'une vie longue et obscure. Achille regrette. Achille n'entend rien de la gloire qu'il a sur terre. Il ne sait rien de ce qui se passe pour Néoptolème, son fils. Il veut des nouvelles. Finalement, toutes les louanges, les hommages qu'on lui adresse n'arrivent pas jusqu'à lui. Ce qui peut contribuer à convaincre Ulysse que
Il vaut mieux rentrer chez soi et retrouver ses proches, son fils notamment. Alors, je vous le disais, l'Iliade surtout, l'Odyssée dans une moindre mesure, sont assez vite, sans doute dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, en tout cas très certainement au Ve siècle avant Jésus-Christ, la base de l'éducation et de la culture grecque. Mais ce sont des œuvres clivantes, des œuvres qui génèrent des critiques, et notamment des critiques concernant l'immoralité des récits homériques, et ce, très tôt. On a, chez les historiens, par exemple Hérodote, Thucydide, qui construisent leur genre historique contre l'épopée, la critique de l'absence de véracité des récits mythiques, des récits homériques notamment. On va trouver chez Euripide, en tragédie, une critique de la cruauté et de l'absence d'honneur et de vergogne des héros de la guerre de Troie. Agamemnon, Ménélas, même Achille deviennent des démagogues, des pleutres, sont vraiment déchus de leur piédestal. Mais c'est chez les philosophes, bien sûr, que les attaques commencent, avec Xénophane, qui est l'un des premiers, en tout cas dans les témoignages qui nous sont restés, à critiquer l'immoralité de la poésie homérique. Et c'est bien sûr Platon qui va marquer de son emprise la critique de l'immoralité des récits homériques. Dans la République, en effet, il critique la poésie non seulement pour son éloignement de divers degrés de la vérité, mais également selon le critère moral, puisque vérité et moralité, en fait, pour Platon, sont deux faces d'une même médaille. Et donc Achille est pris comme exemple. Achille, ce n'est pas possible qu'on l'ait représenté comme ça, grossier, arrogant, aproguin, et surtout impie. Impie, pourquoi ? Il critique le dieu Apollon. Il est prêt à se battre contre le dieu fleuve Scamandre. Il outrage le cadavre d'Hector. Il égorge des captifs sur le bûcher de Patrocle. Inadmissible. Comment la base de l'éducation grecque peut être celle-ci ? Comment peut-on éduquer de futurs citoyens avec ces récits immoraux? Alors, dans le clan des défenseurs, parce qu'il en faut quand même, bien sûr, Platon n'a pas réussi à tuer Homère, on trouve bien sûr tous les interprètes, Platon dirait volontiers tous ceux qui gagnent leur vie grâce à Homère, interprètes aux deux sens du terme, c'est-à-dire ceux qui chantent ou récitent sa poésie et ceux qui l'expliquent, ceux qui font des exégèses. Alors, malheureusement, on n'a pas conservé de sources directes de ces témoignages-là. Ils sont évoqués par les détracteurs de la poésie homérique ou par les théoriciens plus tardifs. Alors, c'est le cas par exemple du rhapsode Ion, qui est ridiculisé dans le dialogue du même nom de Platon, ou c'est le cas du philosophe Métrodore de Lampsaque, qui était un disciple d'Anaxagore, et qui, d'après Philodème de Gadara, qui est un spécialiste de poésie et de musique grecque du 1er siècle avant Jésus-Christ, est peut-être le premier à avoir mis en place des lectures allégoriques pour sauver Homère. Alors, qu'est-ce qu'on entend par lecture allégorique ? Allegorein, ça veut dire le fait de dire autre chose que ce qu'on semble dire. La théorie, c'est que Homère, bien sûr, ne dit pas toutes les horreurs dont on l'a accusé, mais il dit autre chose. Et que pour cela, il faut décoder les histoires. Par exemple, en considérant, et c'est la thèse sans doute de Métrodore, que les personnages iliadiques sont en fait des symboles des forces agissant sur la nature. Ainsi, Achille serait le soleil. Alors pour les dieux, c'est facile, parce qu'on a Arès, Aphrodite, on va nous dire c'est la rencontre entre les deux astres, quand l'adultère entre les deux dieux. Non, il ne voulait bien sûr pas représenter un adultère, mais c'est une dimension astrologique qu'il faut voir dans ce chant 8 de l'Odyssée. Alors, on n'a pas conservé, je vous le disais directement, ces sources, mais on a leurs héritières aux périodes impériales
et byzantine. Alors, je vais passer très rapidement là-dessus, parce que ce sont des textes qui sont plus difficiles à lire, et puis il faut que je laisse la parole après à ma collègue. Mais je voulais quand même vous donner un petit aperçu de la manière dont les débats autour de la véracité et de la moralité des poèmes homériques a continué avec une vivacité sans cesse renouvelée, des premiers siècles de notre ère jusqu'à l'époque médiévale, byzantine. Homère reste toujours la base de l'éducation et de la culture à ces époques-là. On n'oublie jamais ça. Achille, lui, reste un héros, l'un des héros les plus problématiques. Et notamment avec le développement des philosophies stoïciennes et épicuriennes, il incarne de plus en plus cette absence de maîtrise de soi qui est on ne peut plus problématique. Alors, dans les premiers siècles de notre ère, on voit se développer des récits de la guerre de Troie, en prose comme en poésie, qui prétendent donner la vraie version de l'histoire, une version plus véridique que celle d'Homère. Et qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur procédé? Eh bien, très souvent, ils attribuent ces récits à des témoins directs des événements. Ah oui, Homère, il avait vécu 400 ans après la guerre, donc un témoignage de témoignage. Mais moi, je vais vous raconter la version de Protésilas, qui y était, la version de Dictys, qui y était. Témoignages autopsiques qui ont donc plus de valeur. C'est le cas, par exemple, dans le Sur les héros de Philostrate, où le personnage dit tenir directement l'histoire de Protésilas. Et donc, il réécrit, bien sûr, l'Iliade, et en revenant sur les principaux points de critique d'Achille. Donc non, il ne s'est pas disputé avec Agamemnon à cause d'une femme. Non, il n'a pas à lui seul commis un massacre dans le Scamandre. Non, il n'a pas réclamé de sacrifice humain, le sacrifice humain de Polyxène, notamment sur sa tombe. On pourra y revenir. Autre possibilité, on réécrit le personnage, cette fois-ci en restant dans la lignée homérique. C'est le cas de Quintus de Smyrne, qui compose une épopée au IIIe siècle après Jésus-Christ, la suite d'Homère, où Achille ne tue qu'à regret. De toute façon, ce sont les Troyens qui sont responsables de leur sort, parce que c'est une réécriture qui est pro-grecque, et donc tout ce qui se passe, c'est toujours de la faute des Troyens. Donc Achille, lui, est contraint par la nécessité de la guerre, et il apparaît même en rêve à son fils pour lui faire un grand discours teinté de stoïcisme. Avant de lui demander cette fois-ci le sacrifice de Polyxène, ce qui montre que la soudure entre les éléments traditionnels du mythe et la réécriture coince un peu à certains moments. Enfin, on a une autre possibilité qui est bien sûr les lectures allégoriques. Et c'est pour cette époque qu'on a conservé un grand nombre de textes qui mettent en place des lectures allégoriques de l'Iliade notamment, de l'Odyssée également. Par exemple, Héraclite, qui n'a de rapport avec le philosophe que le nom, dans ses allégories d'Homère, et Proclus, dans son commentaire sur la République de Platon, vous comprenez tout de suite en direction de quoi il écrit, qui cherche à répondre tous deux aux accusations de Platon. Alors, je vois que le temps file, donc je vais m'arrêter là, mais on pourra revenir sur l'époque byzantine pendant les questions, si vous le souhaitez. Et je passe, parce qu'en plus le texte était un peu long. Oui, j'avoue tout. Donc on va passer maintenant à l'époque romaine, où on va voir, vous avez ici un résumé dans le titre en quelque sorte de ce qui se passe à l'époque romaine sur un temps assez long, du IIIe siècle avant Jésus-Christ au IIe siècle après Jésus-Christ pour la littérature. Et je suis allée jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ pour inclure un certain nombre de représentations iconographiques. Mais ce qui se passe en gros sur cette époque romaine à propos d'Achille, c'est que le personnage va être traité de manière à continuer de déconstruire sa dimension héroïque, notamment dans la pratique de la violence guerrière. Et d'autre part, il va être traité également de manière à mettre en avant des épisodes qui ne sont pas forcément traités de façon majoritaire dans la littérature grecque, mais qui vont être traités de façon beaucoup plus présente dans la littérature latine et les représentations iconographiques romaines, à savoir l'ambivalence genrée qu'il peut représenter à un moment donné dans sa vie, dans la construction de son histoire, et avec notamment tout ce qui a trait au fameux épisode de Achille à Skyros,
qui est représenté dans la grande mosaïque que vous avez, qui a été trouvée ici sur le cours Jean Jaurès et qui est présentée au centre de l'exposition. Alors pour comprendre cette évolution, je vais aller très vite sur un petit panorama de la littérature latine et donc des textes qui nous sont restés sur le personnage d'Achille. Et je vais le mettre tout de suite d'ailleurs, présenter les sources, les modèles et les sources grecques majeures qui sont mobilisées. Alors, en ce qui concerne les textes latins mentionnant Achille, si on parle des mentions un petit peu conséquentes, on peut relever au 1er siècle avant Jésus-Christ Catulle dans les Carlina, au poème 64. En réalité, il est plutôt question du mariage de Thétis et Pélée. Et donc Achille, dans ce texte-là, précisément, constitue un sujet complètement annexe qui se trouve aux marges du sujet principal du poème. Ça n'est pas le sujet central. On a Virgile avec l'Énéide qui va produire quelques allusions sur lesquelles je vais revenir. Un des auteurs qui en parle peut-être le plus, qui en fait les mentions les plus fréquentes et les plus longues, c'est Ovide dans différents ouvrages. Alors ici, je vous ai mis 2 exemples. Les Métamorphoses, les Métamorphoses au chant 12 et 13, les Héroïdes, qui sont des lettres fictives écrites par des héroïnes aux héros qui les ont abandonnés en général. Donc il y a une lettre écrite par Briséis à Achille. Et puis on a un autre passage dans l'Ars Amatoria, qui est un faux manuel de séduction, que je citerai tout à l'heure et sur lequel on reviendra. Enfin, on a un résumé pour cette période-là augustéenne. J'ai essayé de regrouper par période ces références. Un résumé qui se trouve chez Hygin dans les Fabulae. Je reviendrai rapidement tout juste dans la diapo suivante sur Hygin. Hygin, c'était un bibliothécaire de l'époque augustéenne, un bibliothécaire personnel d'Auguste et ami d'Ovide, qui, dans les Fabulae, produit des résumés de l'essentiel des histoires mythologiques autour des grands personnages. En fait, en littérature latine, et je pense qu'on peut dire de façon générale dans la littérature antique, le texte qui nous a été transmis, qui soit le plus développé sur l'histoire de l'enfance d'Achille, c'est un texte qui s'intitule l'Achilléide de Stas, qui date de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, qui ne comporte en réalité qu'un livre et demi, l'auteur n'ayant pu terminer cette œuvre. Il est décédé avant d'avoir pu la terminer. Et c'est dans ce texte-là, néanmoins, qu'est traité de la façon la plus développée pour nous, dans l'Antiquité gréco-latine, l'épisode d'Achille à Skyros. Alors, il se trouve que tous ces auteurs latins, pour des raisons que je vais expliquer ensuite, s'adossent à des modèles et des sources d'origine grecque. Ça fait partie de l'histoire de l'écriture de la littérature latine, dont je vous ai donné là une liste d'exemples majeurs. Stasinos de Chypre, ils sont rangés dans l'ordre chronologique. Homère avec l'Iliade, les récits du cycle épique, Pindare avec les Néméennes et Euripide avec les Skyroi, qui est souvent présenté comme une des sources majeures sans doute de Stas pour l'Achilléide, mais qui est un texte qu'on a perdu. Donc j'ai fléché ici les 3 sources majeures sans doute de Stas, telles que cela a été établi dans la recherche en littérature actuellement. Alors, dans cette littérature latine, et en particulier chez Stas, le parti pris qui est mis en avant, c'est que tout ce qui tourne autour du pathétique de l'histoire d'Achille, de son comportement à la guerre, va être neutralisé ou dédramatisé, et notamment au moment qui concerne le choix d'Achille, le passage finalement de l'anonymat, tant qu'il est à Skyros, mélangé avec des jeunes filles dont Déidamie, et le moment où il va être découvert par Ulysse et Diomède et endosser son rôle de guerrier. Alors pour comprendre ces modalités de réécriture de l'Achille grec au sein de la littérature latine, je vais faire un bref excursus d'explication sur une époque charnière mais qui est essentielle. C'est ce qu'on appelle l'époque républicaine entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Dans le bassin méditerranéen, entre la Grèce et Rome, au niveau de l'écriture littéraire, vont se produire des changements de paradigme idéologique, notamment par rapport à la manière dont la littérature latine va traiter l'héritage grec qui lui est laissé. Alors, le contexte géopolitique, à cette époque-là, quel est-il ? Eh bien, Rome est partie à la conquête de la péninsule italique. Elle arrive
en bas de l'Italie, dans ce qu'on appelle la botte italique. Et là, elle entre en contact avec une population grecque, celle des colonies, de ce qu'on appelle la Grande Grèce. Et à cette occasion, donc, Rome, qui est une puissance émergente en fait, dans le bassin méditerranéen, va rencontrer une culture et une littérature extrêmement élaborées. Et ces contacts vont avoir une influence sur la manière dont, à Rome, on va concevoir l'écriture de la littérature. Parce qu'à cette époque-là, à Rome, il n'existe pas véritablement d'écriture littéraire aboutie. C'est ce contact avec la Grande Grèce qui va permettre à Rome de se doter d'une littérature qu'on pourrait dire nationale en quelque sorte. Et cette littérature nationale, elle va se construire en faisant systématiquement référence aux modèles grecs qui vont servir d'appui pour créer une littérature romaine. Cette création, elle se fait sous l'influence de l'élite romaine, l'élite politique et l'élite, on va dire aussi sociale. Ce sont les dirigeants de Rome qui sont les plus puissants sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire, qui vont comprendre l'importance qu'il y a à doter Rome, puissance militaire émergente en Méditerranée, d'une littérature qui puisse rivaliser avec la littérature grecque et même la surpasser. L'idéal, c'est de rivaliser en surpassant cette littérature grecque. Et donc, c'est ce qu'on va appeler l'époque des Scipions, parce qu'on a des personnages appartenant à l'élite militaire et politique qui appartiennent à la famille des Scipions, qui vont jouer un rôle majeur dans ce travail-là. Pourquoi ? Alors, c'est Scipion l'Africain, vainqueur des Puniques à la bataille de Zama, Scipion Émilien, qui va mettre fin notamment à la puissance carthaginoise en la faisant détruire, qui vont jouer un rôle prépondérant. On va peut-être passer à ça. Ces élites romaines vont passer commande auprès de talents, d'écrivains qu'ils repèrent, qui ne sont pas à l'origine, enfin qui ne pratiquent pas à l'origine la langue latine, qui ne sont pas des natifs de langue latine. Ils vont passer commande de manière à ce que ces auteurs produisent des œuvres littéraires en langue latine. Et la première trace en fait, d'écriture de latin littéraire que l'on ait, on l'attribue à Livius Andronicus avec un ouvrage qui s'intitule l'Odyssea, qui est la traduction en latin de l'Odyssée d'Homère. C'est la première œuvre de littérature latine que l'on détienne. Et pareil, je vais passer sur les détails, mais il ne s'agit pas d'une simple traduction, il s'agit aussi d'une transposition de manière à rendre intelligible pour un public romain des représentations idéologiques ou culturelles grecques. Je donne juste un petit exemple. Dans le premier vers, dans l'Odyssée, l'auteur fait appel aux muses, à la muse en particulier. Dans l'Odyssea de Livius Andronicus, le terme moussa est remplacé par kamena, qui fait référence à une muse de type italique, pour pouvoir rendre intelligible ce propos à ses destinataires. Donc Naevius, Ennius, Accius sont des auteurs qui, au départ, ne pratiquent pas la langue latine, ils pratiquent d'autres dialectes de la péninsule italique, et ils vont écrire en latin à la demande de ces élites romaines pour produire une littérature nationale qui permette à Rome de se rehausser au niveau du bassin méditerranéen à la hauteur de la puissance grecque. La littérature étant en quelque sorte emblématique de ces puissances à cette époque-là, au même titre, on va dire, que les aspects commerciaux ou politiques. Et donc dans ce travail-là, eh bien, la représentation des Troyens, issus de la guerre de Troie, va supplanter en qualité héroïque la représentation des héros grecs. Pourquoi ? Parce que dans ce travail de réécriture, les Romains vont chercher à se doter d'un ancêtre héroïque, mythologique, qui soit à la hauteur d'Achille pour les Grecs. Et cet ancêtre, ils vont le trouver dans le camp troyen, dans le personnage d'Énée. Énée, c'est un prince troyen qu'ils vont emprunter à l'Iliade, qui est mentionné dans l'Iliade à différentes reprises, et qu'ils vont construire de façon particulière. L'histoire d'Énée, je la résume très rapidement, rescapé de la guerre de Troie, qui, dans un premier temps, souhaite mourir au combat, ce qui correspond au comportement habituel du héros antique, et ce héros va recevoir des injonctions divines de la part de Jupiter et de sa mère, qui est Vénus, qui vont lui expliquer, mais aussi de Hector, qui intervient en tant que mort auprès de lui, qui vont lui expliquer qu'il a une autre fonction héroïque à remplir, c'est celle de fonder une nouvelle nation avec les rescapés de Troie.
Et donc, Énée va avoir un comportement qui, du point de vue héroïque, est très particulier. Il fuit le champ de bataille, ce qui, normalement, devrait le disqualifier du point de vue héroïque. Il fuit le champ de bataille pour partir avec les rescapés de Troie à la recherche d'une terre inconnue promise par les dieux pour fonder une nouvelle nation. Et cette terre inconnue, au terme de pérégrinations en Méditerranée, il va la trouver en Italie. Et donc, c'est en s'installant en Italie, bon, ça va être compliqué au départ, mais c'est en s'installant en Italie qu'il va fonder une nouvelle nation en s'associant avec les autochtones, qui sont les Latins. Et donc, le personnage d'Énée va être construit du point de vue héroïque par opposition avec le personnage d'Achille. Ça va avoir des conséquences sur le traitement précisément d'Achille. Deuxièmement, donc on va voir les conséquences sur le traitement d'Achille dans le domaine héroïque. Et par ailleurs, on ne sait pas, on n'a pas de traces résiduelles de cette époque sur la manière dont aurait été traité Achille. On sait que tous ces auteurs ont sans doute écrit une pièce qui faisait référence à Achille, mais on ne sait pas exactement ce qui est, parce qu'on n'a plus aucun fragment à propos de ces ouvrages-là. On ne sait pas exactement ce qui était dit sur Achille, ni même si l'épisode de Skyros était évoqué. Le temps passe vite. Alors, au 1er siècle avant Jésus-Christ, des choses vont se cristalliser autour de la représentation d'Achille. La virtus d'Achille, c'est-à-dire son courage à la guerre, ce qui le constitue en tant que vir, ce qui en latin renvoie à la nature sexuée du personnage, en tant qu'homme, à son identité en tant qu'homme du point de vue sexué, mais aussi à son identité dans sa fonction sociale, c'est-à-dire en tant que héros. Vir en latin veut dire les deux choses. Donc la virtus d'Achille apparaît comme un sujet complètement éculé, inintéressant, qui ne parle pas en fait aux Romains, puisque ce n'est pas un héros qui peut servir de modèle pour eux par rapport à leur représentation de leur héros fondateur. Donc c'est un sujet éculé, et par ailleurs, non seulement c'est éculé, mais en plus, ce qu'on retient surtout à Rome, c'est l'idée que dans l'exercice de la virtus guerrière, Achille présente un comportement problématique. Et donc on voit un certain nombre de problématiques qui étaient déjà soulevées à l'époque grecque, qui vont être reprises et, on va dire, quasiment stéréotypées à propos du personnage d'Achille. Alors, à la fin de la République, Achille, c'est essentiellement un objet qui est évoqué par le Grammaticus. C'est qui le Grammaticus ? C'est le maître de l'école intermédiaire, entre 12 et 16 ans, on va dire. C'est celui chez qui vont les Romains un peu argentés, qui peuvent aller jusque-là déjà, dans ce second degré, on va dire, de l'apprentissage, après avoir appris à lire, à écrire et à calculer. Ils vont chez le Grammaticus, et le Grammaticus leur fait lire des textes, lit des textes lui-même d'abord, et puis délivre des explications à la fois sur la langue, la façon dont grammaticalement sont exprimées les choses, mais il délivre aussi des explications sur la mythologie, les références mythologiques qui sont produites dans les textes. Et donc le personnage d'Achille, pour les Romains, même l'élite cultivée de cette époque, c'est d'abord un stéréotype grec qui naît d'une lecture qui est fondée essentiellement sur des extraits, et puis des extraits grecs, jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. On lit l'Iliade et l'Odyssée en grec, on les travaille en grec. Et ce qui ressort de ce personnage, pour un Romain, c'est l'idée que Achille, c'est un personnage qui va se caractériser par la colère, la vaillance et les larmes face à Priam. Voilà, Horace, dans l'Ars Poetica, qui donne des conseils à des amis pour écrire une pièce ou un ouvrage poétique, leur explique, si vous traitez Achille, il faut qu'il y ait une cohérence dans le personnage. Ce que vous devez absolument aborder, c'est la colère, la vaillance, les larmes face à Priam. On ne sort pas, si vous voulez, de ce cadrage. Comme Achille n'intéresse plus trop, sinon il va être traité, comme je vous le disais, aux marges du récit, par exemple avec Catulle, qui évoque les noces de Thétis et Pélée, mais Achille n'est mentionné véritablement que de façon très incidente dans ce texte-là. Par ailleurs, on voit aussi ressurgir le discours sur la condamnation philosophique. Cicéron, dans les Tusculanes, prend l'exemple d'Achille pour démontrer finalement que son comportement, sa colère, sa façon de traiter les Achéens sur le champ de bataille illustre un personnage qui, par son exubérance et cette espèce d'excès dans la manifestation de la colère, frise le ridicule. En plus, Achille n'est pas du tout un représentant du sage chez Cicéron. Pourquoi ? Parce qu'il considère, par exemple, que
en faisant tourner le corps d'Hector, alors soit autour de la tombe de Patrocle, soit autour des murailles de Troie, il va porter atteinte à Hector, et Cicéron explique que c'est complètement inconséquent, parce que à la mort, l'âme se sépare du corps, et le traitement qu'on inflige au corps ne peut pas avoir d'incidence sur l'âme du défunt. Donc c'est complètement inconséquent, et ce n'est pas du tout un comportement qui reflète l'image du sage, bien au contraire, c'est un comportement ridicule. Bon, et à cette époque-là, c'est dans le domaine de l'érudition scolaire, donc essentiellement chez les Grammaticus, qu'on va trouver des allusions à la jeunesse d'Achille et à l'épisode de Skyros. D'ailleurs, c'est un sujet un peu curieux, on va dire, qui n'est pas extrêmement développé, donc c'est le côté curieux de l'épisode et en même temps cette espèce d'anomalie de comportement qui suscite l'intérêt et qui fait que les grammatiki sont obligés d'expliciter à leurs élèves en quoi consistent ces allusions. Achille à Skyros, c'est comme Hercule chez Omphale, on y reviendra si on a le temps. Voilà, ce sont des moments dans la trajectoire des héros où, bizarrement, ils sont passés de l'autre côté de la sexuation par la manière dont ils se sont comportés ou les rôles qu'ils ont endossés. Donc ils ont échappé à leur sexe masculin, globalement, j'essaie de simplifier, ils échappent au sexe masculin en ayant un comportement de femme. Et donc c'est chez Hygin qu'on trouve une notice très ramassée, c'est pas du tout un travail littéraire, mais sur Achille, avec des éléments de cet épisode qui sont essentiels, qu'on va voir retraités systématiquement dans le domaine littéraire comme dans le domaine iconographique. Donc, insistant sur le travestissement, il s'habille en femme avec une robe, insistant sur les cadeaux discriminants, quand Ulysse intervient à Skyros pour présenter des présents aux jeunes femmes qui entourent Achille, et que parmi ces présents se trouvent des armes et un bouclier, dont va s'emparer Achille, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est à cette occasion qu'Achille, en fait, révèle son identité sexuée. Et enfin, son changement de costume et son changement de nom. Hygin explique que quand il est caché par sa mère, par Thétis, il est appelé Pyrrha, dans un nom féminin. Il change de nom à cette occasion-là. Et Hygin explique qu'on l'appelle Pyrrha parce que puros, l'adjectif qui est formé sur ce terme-là renvoie à la couleur de la chevelure. Il est roux, il est d'un blond roux. Et donc Pyrrha veut dire la rousse, en quelque sorte. C'est de cette manière-là qu'on appelle Achille, à ce moment-là. Et donc c'est au terme de ce travestissement, de la révélation de sa nature sexuée par les cadeaux discriminants d'Ulysse et du changement de costume que Achille retrouve son identité sexuée d'homme. Voilà ce que résume Hygin. Alors je vais passer, le temps passe vraiment très vite, en revue quelques textes. Je vais en citer juste un de Virgile dans l'Énéide pour illustrer l'altération de la représentation héroïque d'Achille dans le domaine de la virtus. On est là dans l'Énéide de Virgile, au premier livre. Énée vient d'échouer sur les rivages de Carthage, qui est en construction. Dans cette cité construite par Didon se trouve un temple dédié à Junon. Et dans ce temple est représentée la guerre de Troie, sous différents aspects. Alors, Junon était du côté du camp des Troyens, donc ce qui est représenté, c'est essentiellement les actes, normalement, de bravoure, on va dire, des Grecs. Or, tout ce qui est retenu à propos d'Achille et de la guerre du côté achéen, ce sont des actes de violence qui vont susciter les larmes du héros Énée. Je lis rapidement le texte. Donc il s'agit d'Énée, il parle ainsi, il vient de contempler les images, et il se repaît l'esprit de ces vaines images, poussant fort ce gémissement, le visage inondé de larmes. En effet, il voyait les héros en guerre autour de Pergame, ici les Grecs fuyaient, pressés par l'armée troyenne, là le char d'Achille au beau panache talonnait les Phrygiens. En un autre endroit, c'est Troïlus qui fuit, sans ses armes, malheureux enfant engagé dans un combat inégal avec Achille. Emporté par ses chevaux, renversé, il reste accroché à son char vide, mais tient encore les rênes. Sa tête, sa chevelure traînent sur le sol, et sa lance retournée laisse des marques dans la poussière. Hector, par 3 fois, avait été traîné autour des murs d'Ilion, et, à prix d'or, Achille marchandait son cadavre sans vie. Alors, Énée émet un gémissement du fond de sa poitrine, en apercevant les dépouilles, le char, le corps même de son ami. Vous voyez qu'ici, la présentation d'Achille ne fait aucune mention de son empathie, de sa dimension humaine, de cette espèce de transformation qui peut avoir lieu dans l'Iliade, un personnage qui, tout d'un coup, retrouve le sens humain
de l'empathie avec son ennemi. Tout cela est gommé pour insister essentiellement sur l'excès de violence qui présente une forme de déviance dans le comportement, une forme de cruauté qui apparaît inacceptable et déplorable. Voilà ce qu'on retient essentiellement de la bravoure d'Achille, à côté romain, parce que c'est le point de vue finalement du camp troyen qui est délivré ici. Alors, à l'époque augustéenne toujours, Ovide est plus ou moins contemporain de Virgile, c'est la génération suivante, mais on est toujours à l'époque augustéenne. Dans les Métamorphoses, on va avoir 2 représentations majeures d'Achille. Une première représentation au livre 12, où c'est le furor guerrier d'Achille qui va être mis en scène dans son combat contre un certain Cygnus, fils de Poséidon, dont le corps s'avère impénétrable aux armes sur le champ de bataille. Et c'est l'acharnement que met Achille à vouloir tuer ce personnage qui est essentiellement développé par Ovide à ce moment-là des Métamorphoses. Donc l'ensemble du texte que vous avez ici, qui vous est présenté, décrit la manière dont Achille se précipite contre cet ennemi et assène coup sur coup pour essayer de le tuer. Je lis juste le dernier paragraphe. Achille le pousse contre cette pierre, de toute sa force, il le renverse sur le dos et le maintient cloué au sol. Alors, lui écrasant durement la poitrine avec son bouclier et ses genoux, il lui arracha les lanières du casque, qui lui passa sous le menton, le pressa, l'étrangla, lui coupant la respiration et le souffle. Il se préparait à dépouiller le vaincu quand il voit que celui-ci a abandonné ses armes. Le dieu de la mer l'a transformé en oiseau blanc, dont il portait naguère le nom. Donc, Poséidon est intervenu pour métamorphoser Cygnus et qu'il échappe à cette violence débordante d'Achille. Dans les Métamorphoses 13, il est fait allusion à l'épisode de Skyros. Donc on est dans le livre suivant. C'est au cours d'un banquet et Achille se repose avec ses compagnons. Diverses anecdotes sont évoquées. On poursuit la narration et on remonte à l'évocation d'Ulysse qui revient sur l'épisode de Skyros. Alors on est dans un contexte particulier, c'est qu'ici on est dans le débat autour des armes. Une fois qu'Achille est mort, en fait, à qui vont revenir ces armes? Et on a ce débat avec Ajax qui souhaite hériter de ses armes d'un côté et Ulysse qui prétend récupérer ses armes de l'autre. Ici, vous avez le discours reconstitué d'Ulysse qui explique au protagoniste pourquoi c'est à lui que doivent revenir les armes d'Achille. Et à cette occasion, il évoque son intervention à Skyros auprès de Thétis. La Néréide, avertie de la mort prochaine de son enfant, travestit son fils pour le cacher. Tous s'y étaient trompés, y compris Ajax, abusé par le déguisement que portait Achille. Moi, afin de toucher sa fibre virile, j'ai introduit des armes parmi des articles pour dames. Il ne s'était pas encore défait de ses habits de fille que déjà il avait en main un bouclier et une lance. « Fils de déesse, lui dis-je, Pergame, destiné à périr de ta main, t'attend. Pourquoi tarder à renverser l'immense Troie? Je mis la main sur lui et envoyai ce valeureux à ses actes valeureux. Ses exploits sont donc les miens. J'ai au combat dompté Télèphe, etc. » Et donc il évoque tous les exploits d'Achille pour se les approprier. Alors, l'épisode est particulier parce qu'il sert en quelque sorte à démontrer comment Ulysse apparaît, je pense qu'on peut le dire, comme un manipulateur, de manière à démontrer que tous les exploits d'Achille, c'est à lui qu'on les doit en personne, grâce à son intervention à Skyros. Sur le caractère d'Ulysse ici, je vais laisser ce sujet-là de côté, mais vous voyez que dans le discours d'Ulysse, ce sur quoi il insiste à propos de Skyros, c'est sur l'idée d'une opposition, en fait, entre ce qui relève de la nature d'Achille, un homme, et de son apparence, qui est celle d'une femme. Dans le texte latin, vous voyez au vers 165, cette espèce d'antagonisme, de ce paradoxe en quelque sorte insupportable, il est mis en valeur par l'emploi des 2 termes, féminéis, qui renvoie donc à l'aspect féminin d'Achille, qui, bon, je passe sur le côté technique, mais c'est un terme en fait qui est souligné par une coupe à ce moment-là, donc qui est mis en valeur métriquement dans le texte, et en fin de vers, virilem, donc les 2 aspects du personnage, côté complètement paradoxal de cette représentation, sont soulignés par Ulysse au moment où il présente cet épisode. Et il s'agit bien pour Ulysse de démontrer qu'il a permis, en quelque sorte,
à Achille de sortir d'une représentation fallacieuse. Sa représentation en tant que femme pose une problématique de genre. C'est un homme habillé en femme. Il s'agit de le ramener à sa nature véritable, donc de transformer cette apparence genrée. Et ça se transforme en le dotant des attributs typiquement masculins, le bouclier et la lance. Et en fait, là, on va dire, des éléments paradigmatiques qui vont être sans cesse repris dans les représentations littéraires et figurées autour de cet épisode. Autre texte qui évoque Achille Askyros, c'est dans l'Ars Amatoria. Alors, c'est un texte particulier. L'Ars Amatoria, c'est en quelque sorte un tutoriel de séduction. On est au livre 1. Le livre 1 s'adresse aux hommes qui veulent séduire des femmes. Et donc, il s'agit pour le poète-narrateur. En fait, c'est un ouvrage humoristique, on va dire parodique. Mais, le narrateur, la voix poétique, s'adresse au lecteur en lui expliquant qu'il doit endosser son rôle d'homme, de virilité. Et il va donner des exemples de virilité et des contre-exemples. Un des contre-exemples, c'est Achille Askyros. Donc, je lis rapidement le passage. Achille, quelle honte s'il n'eût cédé aux prières d'une mère, dissimuler son sexe sous une longue robe. Que fais-tu, petit-fils d'Éaque? Donc c'est le poète qui s'adresse à Achille, qui remontrance. Filer la laine, ce n'est pas ton rôle, c'est un autre art de Pallas qui doit te donner la gloire. Qu'as-tu à faire des corbeilles à ouvrage? C'est à porter le bouclier que ton bras est destiné. Pourquoi cette laine dans la main qui doit terrasser Hector? Jette loin de toi ces fuseaux laborieusement entourés de laine. Ce que doit brandir ta main, c'est la lance du mont Pélion. Alors, dans ce texte, ce qui est amusant chez Ovide, c'est que dans le vers où il fait allusion aux corbeilles d'un côté et au bouclier de l'autre, donc les deux termes, la corbeille c'est calatus en latin, le bouclier c'est clipeus en latin, les deux termes se trouvent dans le même vers. Il s'agit là aussi de faire ressortir le paradoxe. Et le paradoxe d'Achille, en fait, il se construit autour d'une sorte de représentation dédoublée de Pallas, qui est la déesse tutélaire. Pallas, c'est une déesse qui, à la fois, est signifiante pour les femmes, et précisément, on dit que Pallas, c'est aux travaux de Pallas que doivent s'adonner les femmes, c'est-à-dire au tissage, aux corbeilles, aux travaux intérieurs. Mais Pallas, c'est aussi la représentation d'une déesse guerrière, qui concerne donc également le champ de la violence sur le champ de bataille et qui, à ce titre-là, peut être mobilisé pour représenter la virtus sur le champ de bataille propre aux hommes. Donc tout se passe dans ce texte comme si le patronage de Pallas avait été mal interprété par Achille lui-même. Il s'est trompé de genre, il n'a pas obéi à la bonne représentation de Pallas, qui est celle des armes à la guerre. Il a choisi l'autre version, celle de la Pallas tisseuse. Et d'ailleurs, il s'y prend mal, vous voyez, les fuseaux laborieusement entourés de laine. Il n'est pas très doué, en fait, pour ce travail-là, parce que ça n'est pas inscrit dans sa nature d'homme. Alors, pourquoi est-ce que ce thème d'Achille Askyros va être surtout développé à Rome sous l'Empire? Ça commence à la fin de la République, mais ça va être surtout un thème privilégié sous l'Empire romain, dès l'époque augustéenne, mais aussi à l'époque flavienne, et puis aussi sous les Sévères. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'image d'Achille guerrier, c'est un stéréotype qui n'a aucun intérêt du point de vue idéologique, culturel, pour des Romains. Voilà. Ça n'a pas d'intérêt, c'est rebattu, c'est quelque chose dont on parle chez le Grammaticus, ça fait partie de la culture générale, mais bon, tout le monde est au courant de ce sujet-là et ça n'intéresse pas plus que ça. En revanche, l'histoire d'Achille Askyros, c'est un épisode un peu plus rare de l'histoire d'Achille, qui témoigne, quand on le connaît, d'une certaine érudition, qui n'a pas été énormément traité dans la littérature, ou plutôt de façon, on va dire, marginale. Et donc, pour des auteurs latins, c'est l'occasion, finalement, de pouvoir composer des œuvres originales à partir d'un sujet qui était peu traité. Et par ailleurs, il se trouve aussi que c'est un sujet qui suscite la curiosité, précisément parce qu'il est question d'apparence de genre, c'est-à-dire de discordance entre ce qu'on est du point de vue de la nature, sexe masculin ou sexe féminin, et l'apparence que l'on a qui renvoie à l'univers féminin ou à l'univers masculin. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Romains, et en particulier à l'époque impériale. Donc ça est traité sur le plan littéraire comme sur le plan iconographique. Bon, alors sur le plan littéraire, comme je l'évoquais tout à l'heure, je vais vite. Sur le plan... oui, mais j'ai commencé avec 5 minutes de retard. Sur le plan littéraire,
le texte qui développe le plus cet épisode, c'est l'Achilléide de Stas, au livre 1, où va être employée cette expression que j'ai mise là en titre à propos d'Achille, sexus ambiguus, sexe ambigu, ambivalent. L'intrigue du livre 1, elle est la suivante. Donc, on commence par le voyage vers Skyros. Thétis décide de préserver son fils en le cachant chez Lycomède, roi de l'île de Skyros, qui n'a que des filles. Et elle arrive chez lui en ayant l'intention de cacher Achille parmi ses filles. Dans un premier temps, Achille s'y refuse, jusqu'à ce qu'il aperçoive, parmi les filles de Lycomède, Déidamie, qu'il trouve fort jolie. Alors chez Stas, ça se traduit par un coup de foudre. Et du coup, il accepte de se travestir parce que c'est l'occasion pour lui de rentrer en contact avec Déidamie. Et donc Thétis va confier celui qu'elle appelle la sœur d'Achille à Lycomède, qui ne sait pas, lui, que Achille est un jeune garçon. Et donc Achille évolue parmi ses filles, et il se trouve qu'à un moment donné, poussé par l'expression de sa virtus naturelle, il viole Déidamie. J'y reviendrai au cours de Bacchanal. Deuxième épisode à Aulis, Calchas révèle aux Grecs qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre sans Achille, et donc Ulysse et Diomède partent chercher Achille, parce que Calchas leur révèle où est-ce qu'il est caché. Troisième épisode du livre 1, on se trouve à Skyros. Lycomède accueille Ulysse et Diomède, qui évoquent la gloire que leur confère la guerre à Troie, etc. Donc Ulysse, notamment, vante la grandeur des héros qui vont s'illustrer à Troie. Et là, parmi les filles de Lycomède, il y a l'invité qui frémit un petit peu, parce que ça lui parle, cette histoire de gloire à la guerre. C'est Achille qui est prêt de se trahir, mais qui est rappelé à l'ordre par sa mère qui intervient. Et puis, finalement, c'est le moment de l'offrande des cadeaux, la ruse d'Ulysse, qui, parmi des objets destinés aux jeunes filles, donc des corbeilles, des bijoux, des tissus, etc., dissimule au fond du panier un bouclier et des armes. Et Achille se trahit parce que ce qui l'attire en premier lieu, ce sont ces objets-là. Et pour confirmer la révélation, Ulysse fait donner un coup de trompette et Achille croit que tout d'un coup quelqu'un attaque le palais, donc il s'empare du bouclier et de l'épée pour se battre, et c'est là qu'a lieu la révélation. Il revient à son identité sexuée, il révèle sa véritable nature, et c'est ainsi qu'il se trahit. Alors, j'ai 4 minutes, 3-4 minutes. Toute cette représentation d'Achille, elle s'intègre au sein de l'Achillide dans un système moral qui est bien mis en place, on va dire, où on a des paradigmes de ce qui est féminin et des paradigmes de ce qui est masculin qui sont mis en place. Alors, ce qui est masculin dans l'Achillide, c'est l'idée que le domaine d'expression de la virilité des hommes, c'est la guerre, et c'est là qu'ils vont acquérir la gloire. Ça correspond plus ou moins, on va dire, de façon assez simplifiée en plus, à ce que les Romains pouvaient interpréter, on va dire, de l'Iliade et de l'Odyssée à propos de la guerre. Et d'ailleurs, donc, l'Achilléide commence par l'expression magnanimum Aeachidem, donc le grand, le vaillant, Achille. C'est bien le motif de la grandeur guerrière du personnage qui, dès le premier vers d'introduction, constitue l'horizon d'attente, on va dire, de l'ouvrage. Donc tout ce qui tourne autour de la guerre suscite joie, énergie, impatience. La guerre est représentée comme quelque chose de juste, donc ça fait partie des devoirs de l'homme, de tout homme en fait, de participer à cette guerre. Et en plus, la guerre, elle est décidée par les destins, elle est garantie, et l'ordre des destins est garanti par Jupiter. Donc ça relève d'un comportement pieux pour un homme que de se rendre à la guerre. Du côté des femmes, ce qui va préoccuper les femmes, alors ça c'est très stéréotypé, mais c'est des choses qu'on trouve beaucoup dans les textes antiques, c'est l'intimité, c'est le foyer. Donc ces femmes, c'est qui ? C'est la mère qui s'inquiète pour son fils, c'est Déidamie qui s'inquiète pour son amoureux amant et futur père de son enfant. Et donc ces femmes, elles sont d'abord mues par la peur face à la guerre. Voilà. Et elles cherchent à se préserver individuellement et à préserver les individus qu'elles aiment, y compris en les empêchant d'accomplir leur destinée quand ils sont des hommes, en entravant la destinée masculine. Et donc, on voit d'un côté les valeurs héroïques traditionnelles qui sont affirmées et connotées positivement pour les hommes, et de l'autre, le rejet de la guerre, la peur de la mort, qui vont caractériser les femmes. Ce qui est particulier, c'est que cette piétas, c'est-à-dire ce comportement pieux des femmes vis-à-vis de leur famille,
devient une impietas, c'est-à-dire un comportement qui sort de la piété, à partir du moment où ça entrave la destinée masculine. Et donc, de ce jugement-là, on a un exemple dans l'Achiléide avec cette phrase que prononce Ulysse à propos d'Achille, quand il est enfin revenu à lui-même. Il lui dit « Une astucieuse mère t'a souillé d'un habit de femme ». Le terme qui est employé en latin, c'est violavit, qui renvoie à l'idée de violence que l'on commet à l'encontre de quelqu'un, de violence qui manifeste une forme de force, mais c'est un terme qui est aussi employé pour parler de la violence sexuelle, pour parler du viol que l'on perpètre que l'on commet à l'égard des jeunes femmes en particulier. Et donc il y a l'idée quand même, là, dans ce terme-là, que ce qu'a fait Thétis à son fils en le travestissant, c'est très grave. Ça relève de l'attentat religieux, mais aussi d'une forme d'attentat physique. Bon, j'aurai pas le temps. Je vais passer là-dessus rapidement, tant pis. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Achiléide, on voit comment Thétis transforme son fils. Elle le façonne, un peu comme... Et c'est exactement, en fait, vous avez la même image qui est reprise dans l'Achiléide à celle d'Ovide à propos de Pygmalion. Elle façonne son fils, et c'est l'image de la cire qui est façonnée, comme chez Ovide, quand Pygmalion façonne sa statue. Voilà. C'est la cire que l'on modèle pour qu'elle épouse nos désirs, en fait, de représentation. Et donc, elle l'amollit, en fait. Elle ne cesse de l'amollir. Elle arrondit ses épaules, elle coiffe sa chevelure, elle lui dicte quelles sont les attitudes en termes de comportement. Et donc, c'est là qu'est utilisé le terme ambigus sexus. Elle le modèle tellement dans le sens de la mollesse que finalement, on n'arrive plus à distinguer si c'est un garçon ou une fille. Et alors, ce qui est particulier, c'est qu'Achille est finalement très doué dans cet exercice, parce qu'il apprend à danser avec les filles, avec Déidamie notamment, et il danse tellement bien qu'en fait, aux représentations de danse que ces filles donnent, c'est la plus belle fille. Il apparaît comme la plus belle fille, celle qui danse le mieux, parmi l'ensemble des protagonistes. Il est plus remarquable que Déidamie. Alors, comment est-ce qu'il retrouve son identité sexuée ? Il retrouve son identité sexuée grâce à cette ruse d'Achille. Mais en fait, ça, c'est la troisième étape dans cette progression vers le retour à sa nature d'homme. La première étape, c'est quand il viole Déidamie. En fait, c'est d'abord une identité sexuée en tant qu'homme. Il manifeste sa virtus en violant Déidamie. Donc, il échappe à son genre pseudo-féminin en manifestant qu'il est un homme de cette manière-là. Deuxième épisode, c'est quand au cours d'une danse, en fait, il est troublé par les propos d'Ulysse qui évoquent la gloire à la guerre. Et là, il interrompt, en fait, il change de rythme tellement ça le trouble. Ça pose un problème dans la chorégraphie de la danse et finalement, il finit par s'arrêter pour écouter Ulysse. Et donc, c'est là qu'Ulysse a première puce à l'oreille. C'est bizarre que cette fille s'arrête. Je me demande si c'est pas Achille. Et donc, c'est là qu'il va mettre en place sa ruse qui va permettre l'épiphanie du héros. Et quand il se transforme en homme, eh bien, il transforme tout ce que Thétis avait modifié. Il transforme ses vêtements, les vêtements tombent, il apparaît dans la nudité héroïque. Il transforme la posture de ses épaules, il se redresse de sorte qu'il dépasse tous les héros achéens qui se trouvent autour de lui. Et enfin, il transforme sa démarche, ça n'est plus le danseur efféminé qui pouvait apparaître comme une fille, c'est la démarche d'un héros pesant, impressionnant, comme s'il allait sur le champ provoquer Hector. Alors je finis juste avec ça, tant pis, sur les représentations figurées d'épisodes de Skyros par rapport à la mosaïque qui est exposée ici. Ce moment de Skyros, en fait, qui est celui du passage de ce personnage ambigu du point de vue sexué qui retrouve sa nature d'homme, c'est ce qui est représenté dans beaucoup de mosaïques romaines. En fait, c'est un des sujets les plus représentés à propos d'Achille, l'épisode de Skyros, dans le domaine de la mosaïque romaine. Et donc, de ce point de vue-là, la mosaïque retrouvée à Nîmes, elle s'inscrit, on va dire, dans une forme traditionnelle de représentation autour de ce sujet. Et vous avez des indices de la métamorphose genrée du personnage qui sont portés dans la mosaïque. Donc, d'un côté, vous avez le pied ici, que je fais apparaître en bleu, qui est encore chaussé, qui porte un chausson. Et ce chausson, il renvoie au domaine de l'intériorité, qui est celui des femmes. Vous avez aussi la corbeille haute, la quenouille, qui sont représentés à ses pieds. Tous ces éléments-là renvoient au domaine féminin, en fait, qu'Achille est en train de quitter. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez des représentations qui renvoient plutôt au domaine masculin. Alors, on ne le voit pas très bien ici, c'est plus visible sur la mosaïque, mais là, vous avez un pan de manteau rouge qui constitue le vêtement d'Achille et qui manifeste sa transformation
en héros, bon, le rouge étant la couleur de l'héroïsation. Vous avez le casque qui est tenu par ce personnage sur le côté. Vous avez l'allusion à Argitès qui donne le coup de trompette, qui permet à Achille de se révéler. Vous avez le bouclier. Et je ne sais plus ce que vous avez là, je crois que c'est la lance qui est ici représentée. Et donc vous voyez, c'est bien organisé entre, pour nous, la gauche, on va dire, qui renvoie au côté féminin, avec Deidamie d'ailleurs qui le retient sur le côté gauche, et le côté droit qui renvoie plutôt au côté masculin. Je vous ai mis ici une autre fresque aussi de la maison des Dioscures à Pompéi. Donc ce personnage qu'on voit très féminin, là, c'est Achille. Et ce qui est amusant, c'est qu'il est représenté avec des conventions de représentation iconographique propres au genre féminin, c'est-à-dire la peau blanche, vous voyez, qui l'oppose au peau foncée, le vêtement, enfin la robe, qui le couvre encore entièrement, même les bras, en fait, qui sont plutôt potelés, comme ceux des personnages féminins, et pas du tout musclés comme ceux des personnages masculins. Par opposition, on suppose, avec Ulysse et Diomède, qui l'entourent et qui le saisissent, et qui, eux, portent des armes, présentent le bouclier, et comme vous le voyez, ont la peau foncée. Alors, quelques mots, tant pis pour le sarcophage, l'autre sarcophage du Louvre. Quelques éléments de conclusion sur Achille, et moi j'insiste plutôt sur l'ambivalence de genre. Ce qui va être surtout développé à l'époque romaine autour d'Achille, et en particulier au moment de l'Empire, c'est le motif du travestissement, donc l'épisode Askyros, qui permet de renouveler le sujet. Alors c'est plutôt un signe de goût pour l'érudition à l'époque augustéenne. C'est à mettre en lien peut-être avec le goût qu'ont le développe les empereurs pour les mignons à l'époque flavienne. Et puis c'est un épisode aussi qui permet de traduire le passage de l'âge adolescent, voilà, un peu non spécifié, à l'âge d'homme. Donc ça va être exploité sous les Sévères pour renouveler plutôt les valeurs martiales, pour remettre au goût du jour les valeurs martiales. En tout cas, c'est un épisode qui est intéressant pour les Romains parce qu'il permet de s'interroger sur les limites de genre. C'est-à-dire ce qui relève du comportement social admissible pour un homme et du comportement social admissible pour une femme, avec le renvoi à des types de vêtements, des types de comportements, des types d'occupations qui sont très différenciés entre ce que d'un côté doit représenter un homme et ce que de l'autre côté doit représenter une femme. Voilà, j'ai mis sur le côté d'autres, c'est pas le seul mythe, il y a les Amazones, Hercule Chianphale, l'épisode de Séné qui change de sexe dans les Métamorphoses, qui tourne aussi autour de ces questions-là. Voilà, je m'arrête là avec 6 minutes de retard.